L'excellence, c'est bien sûr l'excellence du produit, de la matière qu'on utilise, de comment on le fait, mais je pense que pour moi c'est un geste global. C'est pas simplement voilà, un produit bien fait, bien fini, c'est aussi la façon de le faire, c'est aussi comment on se projette à travers ce mot, à travers cette attitude, comment on se projette dans son métier, comment on projette les autres qui vous accompagnent, évidemment ça débouche tout de suite sur la transmission de ce savoir, l'accompagnement des gens avec qui on travaille, parce que c'est une aventure humaine, hein. L'excellence, ça recouvre un ensemble de choses, un ensemble de qualités, de valeurs qu'on veut absolument cultiver, qu'on veut absolument transmettre. La question de la ligne, effectivement, c'est presque un truisme, évidemment. Quand on aime les beaux bateaux, les belles voitures, on aime les lignes, on aime les femmes. Niemeyer disait, moi, mon inspiration depuis 100 ans, c'est les femmes. Et donc, quand on regarde le travail d'Oscar Niemeyer, on comprend. Ces bâtiments curvilignes, comme ça, c'est extraordinaire. Avec Xavier de Royère, mon nouvel associé, on partage une passion commune pour les voitures, particulièrement pour les voitures 60-70, qui est pour moi un petit peu quand même l'âge d'or du dessin dans l'automobile, dans les avancées technologiques qu'il y avait, etc., dans la qualité des moteurs, toutes ces choses-là. Et on s'est dit, on va faire un rallye, c'est formidable, on va emmener des gens se balader, mais finalement, qu'est-ce qu'on va leur faire découvrir, qu'est-ce qu'on va leur montrer, qu'est-ce qu'on va leur apporter? Et puis on s'est dit, nous on est des artisans, ces voitures elles étaient faites par des artisans, et donc on a cherché des artisans exceptionnels en Suisse. Et en fait l'idée c'était ça, l'idée c'était au détour d'une balade en voiture, d'un moment un peu incroyable, de découvrir tout d'un coup quelque chose qui va vraiment les étonner. Donc il s'agit d'une contrebasse du XVIIIe, vénitienne. C'est extrêmement rare de trouver un instrument dans cet état-là. Les contrebasses en général ont été très maltraitées, elles ont des fractures dans tous les coins. Mais c'est un instrument qui a une sonorité tout à fait exceptionnelle et qui est monté donc avec du boyau et de la soie, comme c'était le cas à cette époque. Donc en fait, vous avez un archet circulaire qui fait vibrer ces deux cordes à l'unisson qui font le chant.
Et en fait, vous les raccourcissez avec les clés qui ont des tangentes. Des tangentes. Et alors, vous avez les bourdons que vous pouvez faire intervenir ou non. Quand on voit un luthier comme ça, et qu'on écoute son discours, qu'on regarde son travail, on se dit, ouais, lui, il est sur une planète où personne n'est allé. Il est vraiment sur cette planète-là, personne n'y est allé, et il est allé au fond. C'est-à-dire qu'il est allé voir partout. C'est fascinant, c'est complètement émouvant en même temps, parce que il est vraiment sur une tête d'épingle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, 1000 personnes qui s'intéressent vraiment à son concept de la gamme, son concept de la recherche. Actuellement, quand vous avez des disques de musique prétendue ancienne ou faits sur instruments d'époque, c'est une escroquerie totale. Ah oui. Si vous voulez, pour les anciens, l'essentiel, c'était d'avoir un surlangage dans la musique. Or, un surlangage qui n'a pas les qualités du langage ordinaire, c'est un peu gênant. Maintenant, quand on vous surtitre les chanteurs à l'opéra, c'est qu'il y a un problème. Hein. Alors, justement, dans toute la musique, les anciens disaient qu'il était impossible de faire de la musique sans un texte. Ça ne veut pas dire forcément un texte parlé, compréhensible comme ça, mais il faut qu'il y ait une séquence consonantique. C'est comme si je vous parlais en vous disant ou, a et ou. Vous n'avez aucune chance de comprendre quoi que ce soit. Si je vous dis Bogger comme Otolove, je vous dis des voyelles, une seule voyelle, mais les consonnes, et vous avez des chances de comprendre. Parce que la consonne est le vecteur du sens. Et non pas seulement le vecteur du sens, c'est la source du rythme. Moi, je fais tous les instruments du quatuor, j'étais en train de le dire à monsieur. Les instruments du quatuor. Il est au-delà du baroque, hein. Oui, il y a le baroque, mais il est même beaucoup plus loin que ça. Donc on se dit, waouh! Moi j'ai un respect énorme pour ces gens-là, parce que c'est une telle intégrité, c'est une telle... il va tellement au fond de la chose, quoi. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique, parce qu'en plus il est sincère. C'est pas un type qui fait ça pour rigoler. C'est incroyable des gens comme ça. C'est incroyable, juste incroyable. Je pense qu'il y a d'abord, grâce au ciel, une culture chez les humains qui reste encore très très forte, hein, pas qu'en Europe d'ailleurs, parce que même en Chine, on parle de la Chine, mais la Chine, ils ont une culture exceptionnelle au niveau des savoir-faire. Quand on visite la cité interdite, on est interdit justement de voir à quel point ces gens avaient un savoir-faire exceptionnel. Donc ça, cette culture, elle existe, c'est une espèce d'ADN qui existe encore dans l'homme à peu près partout. Et alors, paradoxalement, le phénomène Internet, le phénomène de cet accès à l'information immédiat, rapide, extrêmement véloce, a plutôt aidé en fait la redécouverte là. Parce que les gens, évidemment, ils ne sont pas idiots, ils se rendent bien compte que oui, on achète des choses qui sont standardisées, que tout le monde a, que tout le monde peut avoir, même si elles sont chères d'ailleurs. Mais que derrière, il y a autre chose qui existe, qui existait. Et ils se rendent compte qu'il y a encore des gens qui le font. Et ils se rendent compte que oui, la saveur de ces choses-là, elle est irreproductible. Enfin, elle n'existe qu'une fois. C'est pour ça que c'est pas de l'art, mais c'est comme une démarche artistique. C'est comme on a un objet, que ce soit un costume, un soulier très bien fait, un meuble. Il n'y en a qu'un, il est unique, il a été fait pour une personne. Et donc, à ce titre, il a une vie complètement autonome. Ça, c'est extraordinaire de pouvoir penser ça aujourd'hui. We are since 1920, and we are the only one who produces cuckoo clocks in Switzerland. We make about 36,000 pieces a year. That's the maximum. More we cannot do. But usually
we make between 28,000 and 32,000 pieces. The bodies which are finished here, which are all of wood, linden wood, and actually also the wood is dried for 3 years, which is very expensive actually, but we had made a very good experience that the cuckoo clocks didn't crack. And then the bodies come to Fellanden, that's near Zurich, and there we put the mechanism in and the music movements and the figuring. And after that we'll send it worldwide. Most who loved our cuckoo clocks are the Americans, and now the Chinese are the #1 for us. It takes a long time. It's not a big production, but it takes a long time as everything is handmade. At the end, it takes about 4 months. That is at least what we need. For the selling of those cuckoo clocks, I don't see any problems for the future. More is the skilled people to find. You will find less and less because young people like more to work with computers than to start to work by hand and carve. That is our biggest problem. The average, it's the youngest which we have is at the moment 48 and the oldest one is 66. But he's still working, so he likes it. So. Beaucoup de gamins, et c'est pas tellement le problème des enfants ou des adolescents, c'est les parents en réalité, qui souvent sont eux-mêmes parfois consommateurs de ce genre de produits, amateurs de ce genre de produits, trouvent ça formidable, d'artisan, mais c'est merveilleux, je connais moi-même d'ailleurs un artisan. Bon, mais qui pour leurs enfants préfèrent qu'ils fassent cagne ou matsup. Bon. On a un gros snobisme en France par rapport à ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais sur l'extraction de ces métiers, c'est un vrai problème. Moi, quand j'ai intégré les Compagnons du Devoir en 78, j'étais un ovni parce que la plupart des jeunes qui intégraient le compagnonnage, comme les écoles techniques, c'était des enfants qui venaient de milieux artisanaux, donc qui connaissaient déjà ce milieu-là, donc qui par une espèce de glissement naturel partaient vers ces métiers-là, comme leur père ou leur oncle ou leur frère. Et puis beaucoup aussi, malheureusement, d'enfants qui étaient en échec scolaire. Bon. Alors ça a quand même beaucoup changé ces 5 dernières années. On a un jeune garçon, il est rentré, il avait fait 2 ans de droit. Et puis il s'est rendu compte que voilà, c'était pas ce qu'il voulait faire, qu'il avait une autre passion. De ce point de vue-là, ça me rend optimiste parce qu'on a affaire à des personnalités qui ont un vrai choix, qui disent voilà, moi, c'est ça que je veux faire. J'ai envie d'aller dans ce métier-là. On est dans un métier où la façon de le faire, le geste qu'on fait, c'est le même depuis des siècles. Pour faire un soulier, ce sont de multiples opérations, de multiples petites choses, de multiples petits détails, de petites coutures, de petits rabattages, de petites façons de carder, de brocher, de redresser une trépointe. Donc tout ça, en fait, on a la chance de pouvoir le montrer au quotidien de façon quasiment à flot continu, pour ainsi dire. Je passe dans l'atelier, j'y passe quand même beaucoup de temps pour voir les gars, moi-même faire des trucs, etc. Bon, et comme j'ai l'œil un peu partout, je suis assez observateur. Je vois tout de suite, si je vois qu'Antoine il le fait comme ça, je dis ah ouais, peut-être tu pourrais le faire comme ci ou comme ça. Hein, voilà. Quand on parle de transmission, on n'est pas du tout dans l'idée d'un cours magistral. On verra comment on va lui faire ses initiales. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire ça. Il y a des initiales. Bah, une frappe, ça sera. C'est pas très joli. C'est pas très classe. Je me demande si on pourrait pas essayer de lui faire avec des toutes petites. Je crois qu'on peut en trouver des toutes petites chevilles en laiton. Ah, d'accord. Peut-être ça peut être par les. On fera un essai de voir quelle calligraphie on peut faire. Sans la transmission, c'est la mort. Enfin, c'est un vieux sage après il disait quand un vieux sage meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est la même chose. C'est-à-dire que on est dans des métiers où la transmission se fait par le geste, par montrer quelque chose, et c'est des choses impalpables, très difficiles à conserver. Bon. Donc, nécessairement, il faut avoir cette attitude-là dans l'ensemble de son action, dans l'ensemble de ce qu'on fait pour les produits, pour la matière et pour les gens avec qui on travaille aussi. C'est essentiel.
Moi, quelqu'un qui passe à la maison, qui reste 5 ans, 10 ans, 2 ans, peu importe, enfin bref, avec qui ça se passe bien, que je trouve qu'il fait un boulot formidable et tout, il s'en va, il s'installe, bah, c'est la vie. Moi, je l'ai fait. Donc, je peux pas... Et puis, comment ? C'est un honneur, enfin, c'est une fierté. C'est une fierté, s'il se casse pas la gueule. Mais j'ai l'exemple d'un vieux comme ça, avec qui qui était un de mes maîtres, mais alors là, bon, qui est une vraie histoire d'amour, un truc très très fort, un vieil artisan breton qui s'appelait Jean Dréan, qui était un vieux bottier de province, comme ça se faisait à l'époque, depuis 9 générations, 1705 de père en fils, hein, à la Roche-Bernard. Attention. Et je l'avais découvert, ce vieux monsieur, par l'intermédiaire d'un de mes frères compagnons qui y avait travaillé. Je l'appelle, je lui dis voilà, je veux travailler chez vous. Il me dit oh, je travaille plus, je suis à la retraite, je veux travailler chez vous, je veux travailler. Je lui envoie des lettres, Je lui dis écoutez, vous me payez pas, vous me logez, vous me nourrissez, je viens l'été chez vous pendant mes vacances. Je veux être chez vous. Il accepte finalement. J'y vais pendant un mois d'août complet, et là ça a été une histoire exceptionnelle parce que j'étais chez lui avec sa femme, sa fille, 18 ans avec qui j'ai failli me marier, une vraie histoire de geste. Une vraie chanson de geste, un truc fantastique. J'y suis allé 3 étés chez lui. Tous les étés, j'y allais en vacances. Et évidemment, je n'ai pas épousé sa fille. Évidemment, il m'en a pas tenu rigueur. Évidemment, et quand je me suis installé, il avait les larmes aux yeux. Il est venu me voir à Paris. Parce que son frère était un vendeur de cuir à Paris. C'est une famille vraiment qui était très connectée. Et il est venu me voir, il était tellement content. Et ça, pour moi, c'est une leçon aussi de transmission. C'est-à-dire que oui, ça arrive. Si le gars est brillant, s'il y arrive, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dans un endroit et on se demande si d'abord on est dans l'atelier d'un mécanicien ou dans un garage, parce que étalé sur la table il y a des outils, des clés à molette, des marteaux, des vis, des clous. Et puis on s'approche, puis on voit quand même que c'est assez propre, et puis tout d'un coup on se rend compte que c'est du chocolat. C'est 2 sœurs italiennes. Elles étaient chocolatières, elles faisaient des gâteaux, des pâtisseries, une famille de pâtissiers. Et puis un peu par hasard, on leur a demandé quelque chose un jour un peu particulier. Elles l'ont fait, elles se sont dit mais ça c'est une super idée. Et elles se sont mis à mouler avec les silicones qu'il y a aujourd'hui des tas d'objets. Mais en plus, au-delà de faire le moule et de mouler l'objet, elles ont trouvé les poudres alimentaires pour colorer, pour donner une patine, un effet de rouille, C'est incroyable, c'est très très drôle. Et alors elles ont en plus elles sont italiennes et une faconde, une façon d'en parler, elles s'amusent mais comme des folles. This shop was a traditional pastry till 2004. Then I and my sister decided to produce only chocolate because it's much more funny for us. It's possible to make many things, and sometimes customers ask me for special products. They give me their products and I try, but most of times they are perfect. Yes. If you need some pieces, you can take it. Yes, with new brakes. Yes. Un moment
quand même assez marrants, enfin plusieurs. Un moment marrant, bon, c'était d'être dans une Mercedes, une 300 SL Gullwing, avec Yasmine Lebon à côté de moi, pendant une matinée. Ça déjà, esthétiquement, c'est un espèce de... C'est vraiment une femme sublime, absolument charmante, adorable, dans une voiture incroyable et dans un paysage absolument dingue, quoi. En plus, le trajet qu'on a fait avec Yasmine, on s'est retrouvé vraiment très très haut dans un espèce de chalet hôtel perché comme un nid d'aigle, un véritable décor de Shining, un truc terrible avec un temps très inquiétant. Ça, c'était assez fort. Le lac majeur à Stresa, alors ça, parce que là, on est dans un autre monde, hein. Là, on arrive, on est dans un film de Visconti. On croirait voir apparaître Delon avec des petites moustaches quand il avait 25 ans au détour d'un... C'est incroyable, vraiment incroyable. Et puis plein d'autres avec des gens, des moments passés. J'ai pris un coup de soleil dans une Ferrari Daytona, c'est hyper chic de dire ça, dans une Ferrari California avec Brandon Wang, un type incroyable et qui s'est aperçu à la fin, il m'a dit « Ah mais, you don't have a cap !» J'avais pas de casquette, il faisait un soleil de plomb, j'étais comme un homard. Ça, voilà, des trucs assez marrants, quoi. Les Rothschild ont toujours été des très grands mécènes, des très grands collectionneurs. Le père était un immense collectionneur d'art. À Prégny, au château, ils ont une collection de tableaux, de sculptures, enfin c'est phénoménal. Et Benjamin, lui, il est beaucoup plus sensible à l'artisanat. C'est un homme qui adore les belles choses, il collectionne plein de choses, des fusils, des couteaux, c'est vraiment un passionné, mais de l'artisanat. Pour lui, la vraie richesse d'une culture, la vraie richesse d'un patrimoine, c'est d'abord l'artisanat. C'est-à-dire c'est ce qui reste, c'est ce qu'on transmet aux enfants, c'est ce qu'on voit dans les églises, c'est ce qu'on voit dans les maisons, bon. Et donc ils ont une énorme action dans ce sens-là. Et c'est des gens discrets. C'est pas des show-off. Ils le font parce qu'ils aiment ça. Est-ce que vous pensez encore que le travail mesure reste l'ADN de la maison et que surtout reste le laboratoire de recherche dont sera extrapolée la majorité, si ce n'est la totalité des modèles? Oui, c'est une des préoccupations que j'ai mis au cœur du processus de l'expansion de notre maison. On a un métier, on a des valeurs esthétiques, on a des lignes, tout ça c'est en nous, on les connaît, on va les infuser dans ce produit prêt-à-porter, fabriqué d'une façon plus mécanique, mais quand même, on va lui insuffler ça, on va essayer de lui donner ça. Et c'est, je pense, hyper important que cet ADN qu'on a dans la mesure, on le retrouve dans le prêt-à-porter. Et alors, on a pu le faire parce que c'est dès le départ qu'on a dit, voilà, nous, quand on fraise un bout, on le fraise comme ça. Quand on fait un débordant, on le fait comme ça. Quand on fait un cambrion, on le fait comme ça. Et toutes ces choses-là, on tient absolument les détails de finition, et puis même la façon de le faire, on veut absolument le conserver. Après, si on a vraiment l'œil de l'aigle, on le voit, mais à regarder vite, on se dit, ah tiens, c'est une belle chaussure sur mesure. Et parce qu'on est très très proche, en fait. Même dans la façon de le faire, de le cuisiner. On a appris aux monteurs à le faire, parce que c'est aussi ça, c'est une question d'apprentissage. Il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est pas possible, on peut pas le faire, on peut le faire. » Bon, si, on peut le faire. Il suffit de chercher. Et pourquoi se compliquer la vie? Parce que quand c'est simple, c'est terriblement ennuyeux. Je m'appelle François Staub. Je suis ébéniste. J'ai fait aussi d'autres études de design ou des choses un peu comme ça. J'avais cette idée, ce rêve de faire cette pièce depuis déjà fort longtemps. Disons déjà même depuis que je me suis mis à mon compte à 22 ans finalement. C'est un ébéniste suisse mais qui est renommé mondialement, qui fait des décorations, des boiseries, mais des choses complètement incroyables. Il nous a présenté à l'occasion du Run un cabinet de curiosité qui est donc un endroit où on peut ranger des choses, des petits tiroirs, mais c'est hallucinant parce que c'est un palais vénitien.
complètement en dentelle de boiserie, c'est avec des petites lumières, des petites portes secrètes, des petits tiroirs qui s'ouvrent, qu'on découvre sous un escalier en colimaçon qui monte. Au bout de 2 minutes, j'étais grand comme ça et j'étais dans la maquette. C'est-à-dire que j'avais l'impression de monter l'escalier, de regarder les tiroirs, de regarder. C'est vraiment incroyable ça. Je suis fasciné par la ville de Venise, qui est une ville qui est mystérieuse, qui est magnifique. Et j'avais envie de faire une pièce sur Venise, avec ce côté sombre, ce côté lumineux aussi, etc. On tourne la pièce avec une manipulation et après on tombe sur une façon de soi-même qui est gardée. Et après on ouvre ces tiroirs secrets, donc chacun a en soi ses tiroirs. « 7000 heures de travail ont été nécessaires pour faire cette pièce. Je crois que notre œuvre, c'est notre vie. Je crois que c'est plutôt une idée de faire quelque chose qui est un peu en dehors du temps, qui sort du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis le temps qu'il fallait pour faire la pièce. On ne s'est pas occupé du temps. Maintenant, on est tous pris par le temps. Il faut réagir, il faut être rapide, il faut être performant et tout. Alors, on a été performant, d'accord, mais on a toujours cherché à être le plus précis possible, à rechercher une perfection. Et puis, en fait, après, ça prenait le temps qu'il fallait. Quand je vois un garçon qui était avec nous au run, qui était Jay Alexander, qui a une espèce de personnalité, c'est ce grand black magnifique, drôle en plus, avec un humour incroyable. Bon, je le vois immédiatement, j'ai envie de lui faire des chaussures. Immédiatement. Ça, c'est un gros facteur pour moi d'inspiration. Parce que finalement, je fais des souliers, mais les souliers, c'est fait pour être portés, donc c'est fait pour partir de l'atelier, c'est pas fait pour les garder en vitrine et les conserver. Et très souvent, il y en a quand elles partent, on a vraiment le cœur fendu. Mais c'est ça qui nous fait aimer ce qu'on fait et qui nous donne envie de le faire, c'est de pouvoir faire des souliers pour quelqu'un. Moi, j'ai un peu la sensation quelquefois de travailler un petit peu comme une éponge ou comme un filtre. C'est-à-dire qu'on met à travers d'un cours d'eau et qui va laisser passer et quand on le relève, ramasser certaines choses. Quelquefois des petites pépites d'or, on ne sait jamais. Il y a une dimension de talent chez certains clients qu'il ne faut jamais laisser passer. Jamais. Le modèle Sergio Bordeaux, c'est un modèle que j'ai fait pour un client qui s'appelait Sergio. À l'époque, c'était un très grand agent de photographe, d'une élégance incroyable et puis surtout d'une excentricité complètement dingue. Un jour, il vient chez moi, il y a longtemps, il y a presque 20 ans, il me dit « Ah, écoutez, on se vous voyait à l'époque, il me dit « Je ne sais pas ce que je veux, j'aimerais que vous me trouviez quelque chose pour moi. » Et le type, je l'ai vu, je dis « Waouh, ça, on va trouver. » Alors, j'avais moins de rapidité de focus à l'époque, mais j'ai mis 4 mois, on a fait un truc qui est le bout, légèrement ce qu'ils appellent serdaigle, mais qui est entre les deux, quoi. C'est-à-dire ce petit plongé très doux comme ça. Parce que c'était lui. La création, c'est pas une génération spontanée, c'est pas un champignon. Ça vient avec quelqu'un d'autre, c'est un partage, c'est une rencontre, une discussion. Alors, soit elle est des deux côtés, mais ou elle est visuelle, ou elle est quelquefois olfactive. On sent une odeur, on se dit « Ah, ça me plaît, ça m'inspire ça, tiens, qu'est-ce que... » Et puis c'est un enchaînement de choses. Mais je pense que c'est très mystérieux, hein. C'est pour ça que c'est difficile à reproduire.
Je pense que moi et Xavier, on a un petit peu la même philosophie, c'est-à-dire qu'on est toujours à regarder le verre à moitié plein et toujours à regarder c'est quoi next, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Pas dans la précipitation, mais juste, okay, ça on l'a fait, c'est bien, on est super content, on y pense, c'est dans notre cœur, c'est dans notre chair, mais bon voilà, maintenant on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire ?